On peut s'y prendre de deux façons pour pénétrer dans la forêt. Soit qu'on s'y découpe un tunnel à la manière des rats dans les bottes de foin, c'est le moyen étouffant, je renaclé. Ou alors subir la montée du fleuve, bien tassé dans le fond d'un tronc d'arbre, poussé à la pagaie de détours en bocage et guettant ainsi la fin des jours et des jours, s'offrir en plein à toute la lumière, sans recours. Et puis ahuri par ces gueulards de nègres, arrivés où l'on doit dans l'état qu'on peut. Chaque fois au départ pour se mettre à la cadence, il leur faut du temps aux canotiers, la dispute, un bout de pale à l'eau d'abord, et puis 2 ou 3 hurlements cadencés, et la forêt qui répond des remous, ça glisse, 2 rames puis 3, on se cherche encore des vagues, des bafouillages, un regard en arrière vous ramène à la mer qui s'aplatit là-bas, s'éloigne et devant soi la longue étendue lisse, contre laquelle on s'en va labourant. Et puis Alcide encore, un peu sur son embarcadère que je perçois loin, presque repris déjà par les buées du fleuve, sous son énorme casque, en cloche, plus qu'un morceau de tête, petit fromage de figure et le reste d'Alcide en dessous à flotter dans sa tunique, comme perdu déjà dans un drôle de souvenir, en pantalon blanc. C'est tout ce qu'il me reste de cet endroit-là, de ce topo. A-t-on pu le défendre encore longtemps, ce hameau brûlant comme la faux sournoise du fleuve aux eaux beiges? Et ces 3 cases puceuses tiennent-elles toujours debout? Et de nouveaux grappas et d'inconnus Alcides entraînent-ils encore de récents tirailleurs en ces combats inconsistants? S'y rend-il toujours cette justice sans prétention? L'eau qu'on essaye d'y boire est-elle toujours aussi rance, aussi tiède, à vous en dégoûter de votre propre bouche pendant 8 jours après chaque tournée, et toujours point de glacière, et ces combats d'oreilles que livrent aux mouches les infatigables bourdons de la quinine, sulfate, chlorhydrate. Mais d'abord existe-t-il encore des nègres à dessécher et pustuler dans cette étuve? Peut-être bien que non. Peut-être que rien de tout cela n'est plus, que le petit Congo a léché Topo d'un grand coup de sa langue boueuse un soir de tornade en passant, et que c'est fini, bien fini, que le nom lui-même a disparu des cartes, qu'il n'y a plus que moi en somme pour me souvenir encore d'Alcide, que sa nièce l'a oublié aussi, que le lieutenant Grappa n'a jamais revu son Toulouse, que la forêt qui guettait depuis toujours la dune au détour de la saison des pluies a tout repris, tout écrasé, sous l'ombre des acajous immenses, tout, et même les petites fleurs imprévues du sable qu'Alcide ne voulait pas que j'arrose, qu'il n'existe plus rien. Ce que furent les 10 jours de remontée de ce fleuve, je m'en souviendrai longtemps. Passer à surveiller les tourbillons limoneux au creux de la pirogue, à choisir un passage furtif après l'autre, entre les branchages énormes en dérive, souplement évité, travail de forçat en rupture. Après chaque crépuscule, nous faisions halte sur un promontoire rocheux. Certains matins, nous quittâmes enfin ce sale canot sauvage pour entrer dans la forêt par un sentier caché qui s'insinuait dans la pénombre verte et moite, illuminé seulement de place en place par un ray de soleil plongeant du plus haut de cette infinie cathédrale de feuilles. Des monstres d'arbres abattus forçaient notre groupe à main détour. Dans leur creux, un métro entier aurait manœuvré à son aise. À un certain moment, la grande lumière nous est revenue. Nous étions arrivés devant un espace défriché. Nous dûmes grimper encore haut très fort. L'éminence que nous atteignîmes couronnait l'infinie forêt, moutonnante de cimes jaunes et rouges et vertes, peuplant, pressurant monts et vallées, monstrueusement abondantes comme le ciel et l'eau. L'homme d'où nous cherchions l'habitation demeurée me fit on signe, encore un peu plus loin, dans un autre petit vallon. Il nous attendait là, l'homme. Entre 2 grosses roches, il s'était établi une sorte de cagnat à l'abri, me fit-il remarquer, des tornades de l'Est, les plus mauvaises, les plus rageuses. Je voulus bien admettre que c'était un avantage, mais quant à la case elle-même, c'était sûrement à la dernière catégorie miteuse qu'elle appartenait, demeure presque théorique, effilochée de partout. Je m'attendais bien à quelque chose de ce genre-là, en fait d'habitation, mais tout de même, la réalité dépassait mes prévisions.
Je dus lui sembler tout à fait navré au copain, car il m'interpella assez brusquement pour me faire sortir de mes réflexions. « Allez donc, vous serez moins mal encore ici qu'à la guerre. Ici, après tout, on peut se débrouiller. On bouffe mal, c'est exact, et pour boire, c'est une vraie boue. Mais on peut dormir tant qu'on veut. Pas de canon ici, mon ami. Pas de balles non plus. En somme, c'est une affaire. » Il parlait un peu dans le même ton que l'agent général, mais des yeux pâles comme ceux d'Alcide il avait. Il devait approcher de la trentaine et barbu. Je ne l'avais pas bien regardé en arrivant, tellement en arrivant j'étais déconcerté par la pauvreté de son installation, celle qui devait me léguer, et qui devait m'abriter pendant des années peut-être. Mais je lui trouvais en l'observant par la suite une figure décidément aventureuse, une figure à angles très tracés, et même une de ces têtes de révolte qui entrent trop à vif dans l'existence au lieu de rouler dessus, avec un gros nez rond par exemple, et des joues pleines en péniche, qui vont clapoter contre le destin avec un bruit de babillage. Celui-ci, c'était un malheureux. « C'est vrai, repris-je, y a pas pire que la guerre. » C'était assez pour le moment comme confidence. Je n'avais pas envie d'en dire davantage, mais ce fut lui qui continua sur le même sujet. « Surtout maintenant qu'on les fait si longues, les guerres, » qu'il ajouta. « Enfin, vous verrez, mon ami, qu'ici c'est pas très drôle, voilà tout. Y a rien à faire, c'est comme des espèces de vacances. Seulement voilà des vacances ici, n'est-ce pas? Enfin, ça dépend peut-être des natures, je peux rien dire. »« Et l'eau ?» demandai-je. Celle que je voyais dans mon gobelet, que je m'étais versé moi-même, m'inquiétait, jaunâtre, j'en bus, nauséeuse et chaude, tout comme celle de Topeau, un fond de vase au 3e jour. « C'est ça l'eau ?» La peine de l'eau allait recommencer. « Oui, il n'y a que celle-là par ici, et puis la pluie. Seulement quand il pleuvra, la cabane ne résistera pas longtemps. Vous voyez dans quel état qu'elle est, la cabane ?» Je voyais. « Pour la nourriture ?» qu'il enchaîna. « C'est rien que de la conserve. J'en bouffe depuis 1 an, moi. J'en suis pas mort. Dans un sens, c'est bien commode, mais ça ne tient pas au corps. Les indigènes, eux, ils bouffent du manioc pourri. C'est leur affaire, ils aiment ça. Depuis 3 mois, je rends tout. La diarrhée. Peut-être aussi que c'est la fièvre, j'ai les deux. Et même que j'en vois plus clair sur les 5 heures. C'est à ça que je vois que j'en ai de la fièvre, parce que pour la chaleur, n'est-ce pas, c'est difficile d'avoir plus chaud qu'on a ici, rien qu'avec la température du pays. En somme, ça serait plutôt les frissons qui vous avertiraient qu'on est fiévreux, et puis aussi à ce qu'on s'ennuie plutôt moins. Mais ça encore, ça dépend peut-être des natures. On pourrait peut-être boire de l'alcool pour se remonter. Mais je n'aime pas ça, moi, l'alcool. Je la supporte pas. Il semblait avoir de grands égards pour ce qu'il appelait les natures. Et puis, pendant qu'il y était, il me donna quelques autres renseignements engageants. Le jour, c'est la chaleur, mais la nuit, c'est le bruit qui est le plus difficile à supporter. C'est à pas y croire, c'est les bestioles du bled qui se coursent pour s'enfiler ou se bouffer, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on m'a dit. Toujours est-il qu'alors vous parlez d'un boucan, et les plus bruyants parmi, c'est encore les hyènes. Elles viennent là tout près de la case, alors vous les entendrez, vous vous y tromperez pas. C'est pas comme pour les bruits de la quinine, on peut se tromper quelquefois d'avec les oiseaux, les grosses mouches et la quinine, ça arrive, tandis que les hyènes, ça rigole énormément, c'est votre viande à vous qu'elles reniflent, ça les fait rire, c'est pressé de vous voir crever ces bêtes-là, on peut même voir leurs yeux briller qu'on dit, elles aiment la charogne, moi je les ai pas regardées dans les yeux, je regrette dans un sens. C'est drôle ici, que je réponds, mais c'était pas tout pour l'agrément des nuits. Il y a encore le village, qu'il ajouta. Il y a pas 100 nègres dedans, mais ils font du bousin comme 10 000, ces tantes. Vous m'en direz des nouvelles de cela aussi. Oh, si vous êtes venus pour le tam-tam, vous vous êtes pas trompé de colonie. Parce que ici, c'est tantôt parce que c'est la lune qu'ils en jouent, et puis parce que c'est plus la lune, et puis parce qu'on l'attend, la lune. Enfin, c'est toujours pour quelque chose. On dirait qu'ils s'entendent avec les bêtes, pour vous emmerder, les charognes. Crevez que je vous dis, moi, je les bousillerais tous d'un bon coup, si j'étais pas si fatigué, mais j'aime encore mieux me mettre du coton dans les oreilles. Avant, quand il me restait encore de la vaseline, dans ma pharmacie, j'en mettais dedans sur le coton. Maintenant, je mets de la graisse de banane à la place. C'est bon aussi, la graisse de banane.
Avec ça, ils peuvent toujours se gargariser avec le tonnerre de Dieu si ça les excite. Les peaux de boudin. Moi, je m'en fous toujours avec mon coton à la graisse. J'entends plus rien. Les nègres, vous vous en rendrez tout de suite compte. C'est tout crevé, tout pourri. Dans la journée, c'est accroupi. On croirait pas ça capable de se lever seulement pour aller pisser le long d'un arbre. Et puis aussitôt qu'il fait nuit, va te faire voir, ça devient tout vicieux, tout nerf, tout hystérique, des morceaux de la nuit tournés hystériques. Voilà ce que c'est que les nègres, moi je vous le dis, enfin des dégueulasses, des dégénérés, quoi. Viennent-ils souvent pour vous acheter? Acheter? Oh, rendez-vous compte, faut les voler avant qu'ils vous volent, c'est ça le commerce, et voilà tout. Pendant la nuit, avec moi d'ailleurs, ils ne se gênent pas forcément, avec mon coton bien graissé dans chaque oreille, hein. Ils auraient tort de faire des manières, pas vrai? Et puis, comme vous voyez, j'ai pas de porte à ma case non plus, alors ils se servent, hein, vous pouvez le dire, c'est la bonne vie ici pour eux. Mais, et l'inventaire? Demandai-je tout à fait éberlué par ces précisions. Le directeur général m'a bien recommandé de l'établir, l'inventaire, dès mon arrivée, et minutieusement. Pour ce qui est de moi, qu'il me répondit alors parfaitement calme, le directeur général, je l'emmerde, comme j'ai l'honneur de vous le dire. Mais vous allez le voir pourtant, Forgono, en repassant. Je ne reverrai jamais ni Forgono, ni le directeur. Elle est grande, la forêt, mon petit ami. Mais alors, où irez-vous? Si on vous le demande, vous répondrez que vous n'en savez rien. Mais puisque vous avez l'air curieux, laissez-moi, pendant qu'il en est encore temps, vous donner un sacré conseil, et un bon. Foutez-vous donc des affaires de la compagnie Pordurière, comme elle se fout des vôtres. Et si vous courez aussi vite qu'elle vous emmerde, la compagnie, je peux vous dire dès aujourd'hui que vous allez certainement le gagner, le grand prix. Soyez donc heureux que je vous laisse un peu de numéraire, et ne m'en demandez pas davantage. Pour ce qui est des marchandises, si c'est vrai qu'il vous a recommandé de les prendre en charge, vous lui répondrez au directeur qu'il n'y en avait plus. Et puis, voilà tout. S'il refuse de vous croire, eh bien, ça n'aura pas grande importance non plus. On nous considère déjà tous solidement comme des voleurs de toutes les manières. Ça ne changera donc rien à rien dans l'opinion publique. Et pour une fois que ça nous rapportera un petit peu, le directeur d'ailleurs, soyez sans crainte, s'y connaît en combine mieux que personne, et c'est pas la peine de le contredire, c'est mon avis. Est-ce le vôtre? On sait bien que pour venir ici, n'est-ce pas, faut être prêt à tuer père et mère. Alors, je n'étais pas très sûr que ce soit réel, tout ce qu'il me racontait là, mais toujours est-il que ce prédécesseur me fit l'effet instantané d'être un fameux chacal. Pas tranquille du tout j'étais. Encore une sale histoire qui m'est échue, m'avouai-je, et cela de plus en plus fortement. Je cessai de converser avec ce Forban. Dans un coin en vrac, je découvris au petit bonheur les marchandises qu'il voulait bien m'abandonner, des cotonnades insignifiantes. Mais par contre des pagnes et chaussons par douzaines, du poivre en boîte, des lampions, un boc à injection et surtout une quantité désarmante de cassoulet à la bordelaise en conserve, enfin une carte postale en couleur, la place Clichy. Près du poteau, tu trouveras le caoutchouc et l'ivoire que j'ai acheté au nègre. Au début, je me donnais du mal, et puis, voilà, tiens, 300 francs. Ça fait ton compte. Je ne savais pas de quel compte il s'agissait, mais je renonçais à le lui demander. T'auras peut-être encore quelques échanges en marchandises, me prévint-il. Parce que l'argent ici, tu sais, on n'en a pas besoin. Ça ne peut servir qu'à foutre le camp, l'argent. Et il se mit à rigoler, ne voulant pas le contrarier non plus pour le moment. Je fis de même et je rigolai avec lui, tout comme si j'avais été bien content. En dépit de ce dénuement où il stagnait depuis des mois, il s'était entouré d'une domesticité très compliquée, composée de garçonnets surtout, bien empressés à lui présenter soit l'unique cuillère du ménage, ou le gobelet sans pareil, ou encore à lui extraire de la plante des pieds finement les incessantes et classiques puces chic pénétrantes. En retour, il leur passait, bénévole, la main entre les cuisses à tout instant. Le seul labeur que je lui vis entreprendre était de se gratter personnellement, mais alors il s'y livrait comme le boutiquier de Forgono, avec une agilité merveilleuse qui ne s'observe décidément qu'aux colonies.
Le mobilier qu'il me légua me révéla tout ce que l'ingéniosité pouvait obtenir avec des caisses à savon concassées, en fait de chaises, guéridons et fauteuils. Il m'apprit encore, ce ténébreux, comment on projetait d'un seul coup, bref, au loin, pour se distraire, de la pointe du pied preste, les lourdes chenilles caparaçonnées qui montaient sans cesse nouvelles, frémissantes et baveuses, à l'assaut de notre case forestière. Si on les écrase, maladroits, gare à soi, on en est puni par 8 jours consécutifs de puanteur extrême, qui se dégagent lentement de leur bouillie inoubliable. Il avait lu dans les recueils que ces lourdes horreurs représentaient en fait de bêtes ce qu'il y avait de plus vieux au monde. Elles dataient, prétendait-il, de la seconde période géologique. Quand nous viendrons, nous autres, d'aussi loin qu'elles, mon ami, que ne purons-nous pas, telles quelles? Les crépuscules dans cet enfer africain se révélaient fameux. On n'y coupait pas. Tragiques chaque fois comme d'énormes assassinats du soleil, un immense chiquet. Seulement c'était beaucoup d'admiration pour un seul homme. Le ciel, pendant 1 heure, paradait tout giclé d'un bout à l'autre, d'écarlate en délire, et puis le vert éclatait au milieu des arbres et montait du sol entraîné tremblante jusqu'aux premières étoiles. Après ça, le gris reprenait tout l'horizon, et puis le rouge encore, mais alors fatigué le rouge et pas pour longtemps, ça se terminait ainsi, toutes les couleurs retombaient en lambeaux, avachis sur la forêt comme des oripeaux après la 100e, chaque jour sur les 6 heures exactement que ça se passait. Et la nuit, avec tous ces monstres, entrait alors dans la danse, parmi ces 1000 et 1000 bruits de gueules de crapauds. La forêt n'attend que leur signal pour se mettre à trembler, siffler, mugir de toutes ses profondeurs. Une énorme gare amoureuse et sans lumière, pleine à craquer. Des arbres entiers bouffis de gueuletons vivants, d'érections mutilées, d'horreur. On n'en finissait par ne plus s'entendre entre nous dans la case. Il me fallait gueuler à mon tour, par-dessus la table comme un chat huant, pour que le compagnon me comprît. J'étais servi, moi qui n'aimais pas la campagne. « Comment vous appelez-vous? N'est-ce pas Robinson que vous venez de me dire ?» lui demandai-je. Il était en train de me répéter, le compagnon, que les indigènes dans ces parages souffraient jusqu'au marasme de toutes les maladies attrapables et qu'ils n'étaient point, ces miteux, en état de se livrer à un commerce quelconque. Pendant que nous parlions des nègres, les mouches et les insectes si gros, en si grand nombre, vinrent s'abattre autour de la lanterne, en rafales si denses qu'il fallut bien éteindre. La figure de ce Robinson m'apparut encore une fois avant que j'éteignisse, voilée par cette hérésie d'insectes. C'est pour cela peut-être que ces traits s'imposèrent plus subtilement à ma mémoire, alors qu'auparavant ils ne me rappelaient rien de précis. Dans l'obscurité, il continuait à me parler pendant que je remontais dans mon passé avec le ton de sa voix comme un appel devant les portes des années et puis des mois et puis de mes jours pour demander où j'avais bien pu le rencontrer cet être-là. Mais je ne trouvais rien. On ne me répondait pas. On peut se perdre en allant à tâtons parmi les formes révolues. C'est effrayant ce qu'on en a des choses et des gens qui ne bougent plus dans son passé. Les vivants qu'on égare dans les cryptes du temps dorment si bien avec les morts qu'une même ombre les confond déjà. On ne sait plus qui réveillait en vieillissant, les vivants ou les morts. Je cherchais à l'identifier, ce Robinson, lorsque des sortes de rires atrocement exagérés, pas loin dans la nuit, me firent sursauter. Et cela se tut. Il m'avait averti, les hyènes sans doute. Et puis, plus rien que les noirs du village et leur tam-tam, cette percussion radoteuse en bois creux, termite du vent. C'est le nom même de Robinson qui me tracassait surtout, de plus en plus nettement. Nous nous mîmes à parler de l'Europe dans notre obscurité, des repas qu'on peut se faire servir là-bas quand on a de l'argent, et des boissons donc, si bien fraîches. Nous ne parlions pas du lendemain où je devais rester seul là pour des années peut-être, là, avec tous les cassoulets. Fallait-il encore préférer la guerre? C'était pire, bien sûr, c'était pire. Lui-même il en convenait. Il y avait été lui aussi à la guerre, et pourtant il s'en allait d'ici. Il en avait assez de la forêt malgré tout. J'essayais de le ramener sur le sujet de la guerre, mais il se dérobait à présent.
Enfin, au moment où nous nous couchions chacun dans un coin de ce délabrement de feuilles et de cloisons, il m'avoua sans y mettre de forme que tout bien pesé, il préférait encore risquer d'être repris par un tribunal civil pour carambouillage que d'endurer plus longtemps la vie au cassoulet qu'il menait ici depuis presque une année. J'étais fixé. « Vous n'avez pas du coton pour vos oreilles ?» me demanda-t-il encore. « Si vous n'en avez pas, faites-en donc avec du poil de couverture et de la graisse de banane. On réussit ainsi des petits tampons très bien. Moi, je veux pas les entendre gueuler, ces vaches-là. » Il y avait pourtant de tout dans cette tourmente, excepté des vaches, mais il tenait à ce terme impropre et générique. Le truc du coton m'impressionna subitement comme devant cacher quelque ruse abominable de sa part. Je ne pouvais plus m'empêcher d'être possédé par la crainte énorme qu'il se mette à m'assassiner là, sur mon démontable, avant de s'en aller en emportant ce qui restait de la caisse. Cette idée m'étourdissait. Mais que faire? Appeler? Qui? Les anthropophages du village? Disparus? Je l'étais déjà presque en vérité. À Paris, sans fortune, sans dette, sans héritage, on existe à peine déjà. On a bien du mal à ne pas être déjà disparu. Alors ici, qui se donnerait seulement la peine de venir jusqu'à Bicomimbo, cracher dans l'eau seulement, pas davantage, pour faire plaisir à mon souvenir? Personne, évidemment. Des heures passèrent traversées de répit et d'angoisse. Lui ne ronflait pas. Tous ces bruits, ces appels qui venaient de la forêt me gênaient pour l'entendre respirer. Pas besoin de coton. Ce nom de Robinson finit cependant à force de m'entêter par me révéler un corps, une allure, une voix même que j'avais connue. Et puis, au moment où j'allais pour de bon céder au sommeil, l'individu entier se dressa devant mon lit. Son souvenir, je le saisis, pas lui, bien sûr, mais le souvenir précisément de ce Robinson, l'homme de noirceur sur la lisse, lui, là-bas en Flandre, que j'avais accompagné sur les bords de cette nuit où nous cherchions ensemble un trou pour s'échapper à la guerre, et puis lui encore plus tard à Paris. Tout est revenu. Des années venaient de passer d'un seul coup, j'avais été bien malade de la tête, j'avais de la peine. À présent que je savais, que je l'avais repéré, je ne pouvais m'empêcher d'avoir tout à fait peur. M'avait-il reconnu, lui? En tout cas, il pouvait compter sur mon silence et ma complicité. « Robinson! Robinson !» appelai-je gaillard, comme pour lui annoncer une bonne nouvelle. « Eh, mon vieux! Eh, Robinson !» Aucune réponse. Cœur battant fort, je me relevai et m'apprêtai à recevoir un sale coup dans le buffet. Rien. Alors, assez audacieux, je me risquai jusqu'à l'autre bout de la case, à l'aveuglette, où je l'avais vu se coucher. Il était parti. J'attendis le jour en grattant une allumette de temps en temps. Le jour arriva dans une trombe de lumière, et puis les nègres domestiques survinrent pour m'offrir, hilar, leur énorme inutilité, sauf cependant qu'ils étaient gais. Ils essayaient déjà de m'apprendre l'insouciance. J'avais beau, par une série de gestes très médités, essayer de leur faire comprendre combien la disparition de Robinson m'inquiétait. Cela n'avait pas l'air de les empêcher du tout de s'en foutre complètement. Il y a, c'est exact, beaucoup de folie à s'occuper d'autre chose que de ce qu'on voit. Enfin moi, c'est la caisse que je regrettais surtout dans cette histoire. Mais il est peu commun de revoir les gens qui emportent la caisse. Cette circonstance me fit présumer que Robinson renoncerait à revenir, rien que pour m'assassiner. C'était toujours autant de gagner. À moi donc seul le paysage. J'aurais désormais tout le temps d'y revenir, songeai-je, à la surface, à la profondeur de cette immensité de feuillage, de cet océan de rouge, de marbre et jaune, de salaisons flamboyantes, magnifiques sans doute, pour ceux qui aiment la nature. Je ne l'aimais décidément pas. La poésie des tropiques me dégoûtait, mon regard, ma pensée sur ces ensembles me revenait comme du thon. On aura beau dire, ça sera toujours un pays pour les moustiques et les panthères, chacun sa place. Je préférais encore retourner à ma case et la remettre d'aplomb en prévision de la tornade qui ne pouvait tarder.
Mais là aussi, je dus renoncer assez vite à mon entreprise de consolidation. Ce qui était banal dans cette structure pouvait encore s'écrouler, mais ne se redresserait plus. Le chaume infecté de vermine s'effilochait. On n'aurait décidément pas fait avec ma demeure une pissotière convenable. Après avoir décrit à pas mou quelques cercles dans la brousse, je dus rentrer m'abattre et me taire à cause du soleil. Toujours lui, tout se tait, tout a peur de brûler sur les midis, il s'en faut d'ailleurs d'un rien, herbe, bête et homme, chose à point, c'est l'apoplexie méridienne. Mon poulet, mon seul, la redoutait aussi cette heure-là. Il rentrait avec moi, lui, l'unique, légué par Robinson. Il a vécu comme ça avec moi pendant 3 semaines, le poulet, promenant, me suivant comme un chien, gloussant à tout propos, apercevant des serpents partout. Un jour de très grand ennui, je l'ai mangé. Il n'avait aucun goût, sa chair déteinte au soleil aussi comme un calicot. C'est peut-être lui qui m'a rendu si malade. Enfin, toujours est-il que le lendemain de ce repas, je ne pouvais plus me lever. Vers midi, gâteux, je me suis traîné vers la petite boîte aux médicaments. Il n'y avait plus dedans que de la teinture d'iode, et puis un plan du nord-sud. Des clients, je n'en avais guère vu venir encore à la factory, des badauds noirs seulement, d'interminables gesticuleurs et mâcheurs de colas, érotiques et paludéens. Maintenant, ils rappliquaient en cercle autour de moi les nègres. Ils avaient l'air de discuter sur ma sale gueule. Malade, je l'étais complètement, à ce point que je me faisais l'effet de n'avoir plus besoin de mes jambes. Elles pendaient simplement au rebord de mon lit, comme des choses négligeables et un peu comiques. De Forgono du directeur ne me parvenaient par coureur que des lettres puantes d'engueulades et de sottises, menaçantes aussi. Les gens du commerce, qui se tiennent tous pour des petits et des grands astucieux de profession, s'avèrent le plus souvent dans la pratique comme d'insurpassables gaffeurs. Ma mère de France m'encourageait à veiller sur ma santé comme à la guerre. Sous le couperet, ma mère m'aurait grondé pour avoir oublié mon foulard. Elle n'en ratait jamais une, ma mère, pour essayer de me faire croire que le monde était bénin et qu'elle avait bien fait de me concevoir. C'est le grand subterfuge de l'incurie maternelle, cette providence supposée. Il m'était bien facile d'ailleurs de ne pas répondre à toutes ces fariboles du patron et de ma mère, et je ne répondais jamais. Seulement cette attitude n'améliorait pas non plus la situation. Robinson avait à peu près tout volé de ce qu'avait contenu cet établissement fragile, et qui me croirait si j'allais le dire, l'écrire, à quoi bon, à qui, au patron? Chaque soir sur les 5 heures, je grelottais de fièvre à mon tour et de la vivace, que mon lit clinquant en tremblait comme d'un vrai branleur. Des nègres du village s'étaient sans façon emparés de mon service et de ma case. Je ne les avais pas demandés, mais les renvoyer c'était déjà trop d'efforts. Ils se chamaillaient autour de ce qu'il restait de la factory, tripotant ferme les barils de tabac, essayant les derniers pagnes, les estimant, les enlevant, ajoutant encore, si on le pouvait, à la débandade générale de mon installation. Le caoutchouc en plein la terre et à la traîne mêlait son jus au melon de brousse, à ces papayes doucereuses au goût de poire urineuse, dont le souvenir, 15 ans plus tard, tellement j'en ai bouffé à la place de haricots, mes cœurs encore. J'essayais de me représenter à quel niveau d'impuissance j'étais tombé, mais je n'y parvenais pas. « Tout le monde vole !» m'avait par 3 fois répété Robinson avant de disparaître. C'était l'avis aussi de l'agent général. Dans la fièvre, ces mots-là me lancinaient. « Faut te débrouiller !» qu'il m'avait dit encore. J'essayais de me lever. Je n'y arrivais pas non plus. Pour l'eau qu'il fallait boire, il avait eu raison. De la boue, c'était pire, du fond de vase. Des négrillons m'apportaient bien des bananes, des grosses, des menues et des sanguines, et toujours de ces papayes. Mais j'avais tellement mal au ventre de tout ça et de tout, j'aurais vomi la terre entière. Aussitôt que je sentais un peu de mieux poindre, que je me trouvais moins ahuri, l'abominable peur me ressaisissait tout entier, celle d'avoir à rendre mes comptes à la société bordurière.
Que leur dirais-je à ces gens maléficieux? Comment me croiraient-ils? Ils me feraient arrêter, sûr. Qui me jugerait alors? Des types spéciaux armés de lois terribles, qu'ils tiendraient on ne sait d'où, comme le conseil de guerre, mais dont ils ne vous donnent jamais les intentions véritables, et qui s'amusent à vous faire gravir avec, enseignant, le sentier à pic au-dessus de l'enfer, le chemin qui conduit les pauvres à la crève. La loi, c'est le grand Lune-à-Parc de la douleur. Quand le miteux se laisse saisir par elle, on l'entend encore crier des siècles et des siècles après. Je préférais rester stupéfié, là, tremblotant, baveux dans les 40 degrés, que d'être forcé, lucide, d'imaginer ce qui m'attendait à Forgono. J'en arrivais à ne plus prendre de quinine pour bien laisser la fièvre me cacher la vie. On se saoule avec ce qu'on a. Pendant que je mijotais ainsi, des jours et des semaines, mes allumettes s'épuisèrent. Nous en manquions. Robinson ne m'avait laissé derrière lui que du cassoulet à la bordelaise, mais alors de ça, je pouvais dire qu'il m'en avait vraiment laissé. J'en ai vomi des boîtes, et pour en arriver à ce résultat, il fallait cependant encore les réchauffer. Cette pénurie d'allumettes me fut l'occasion d'une petite distraction, celle de regarder mon cuisinier allumer son feu entre deux pierres embriquées parmi les herbes sèches. C'est en le regardant faire aussi que l'idée me vint. Beaucoup de fièvre par-dessus, et l'idée qui me vint prit une singulière consistance. Malgré que je fusse maladroit naturellement, après une semaine d'application, je savais, moi aussi, tout comme un nègre, faire prendre mon petit feu entre deux pierres aiguës. En somme, je commençais à me débrouiller dans l'état primitif. Le feu, c'est le principal. Reste bien la chasse, mais je n'avais pas d'ambition. Le feu du silex me suffisait. Je m'y exerçais bien consciencieusement, je n'avais que ça à faire jour après jour. Au truc de rejeter les chenilles du secondaire, j'étais devenu beaucoup moins habile. Je n'avais pas encore acquis le truc. J'en écrasais beaucoup de chenilles. Je m'en désintéressais. Je les laissais entrer librement dans ma case en ami. Survinrent 2 grands orages successifs. Le second dura 3 jours entiers et surtout 3 nuits. On but enfin de la pluie au bidon, tiède il est vrai, mais quand même. Les étoffes du petit stock se mirent à fondre sous les averses, sans contrainte, les unes dans les autres, une immonde marchandise. Des nègres complaisants me cherchèrent bien en forêt des touffes de lianes pour amarrer ma case au sol, mais en vain, les feuillages des cloisons, au moindre vent, se mettaient à battre follement par-dessus le toit comme des ailes blessées. Rien n'y fit. Tout pour s'amuser en somme. Les Noirs, petits et grands, se décidèrent à vivre dans ma déroute en complète familiarité. Ils s'étaient réjouis, grande distraction. Ils entraient et sortaient de chez moi, si l'on peut dire, comme ils voulaient, liberté. Nous échangions en signes de grande compréhension des signes. Sans fièvre, je me serais peut-être mis à apprendre leur langue. Le temps me manqua. Quant au feu de pierre, malgré mes progrès, je n'avais pas encore acquis pour l'allumer leur meilleure manière, l'expéditive. Beaucoup d'étincelles me sautaient encore dans les yeux, et cela les faisait bien rigoler, les Noirs. Quand je n'étais pas à moisir de fièvre sur mon démontable ou à battre mon briquet primitif, je ne pensais plus qu'au conte de la Pordurière. C'est curieux comme on a du mal à s'affranchir de la terreur des contes irréguliers. Certainement, je devais tenir cette terreur de ma mère qui m'avait contaminé avec sa tradition. On vole un œuf, et puis un bœuf, et puis on finit par assassiner sa mère. Ces choses-là, on a tous mis bien du mal à s'en débarrasser, on les a apprises trop petits, et elles viennent vous terrifier sans recours plus tard, dans les grands moments. Quelle faiblesse! On ne peut guère compter pour s'en défaire que sur la force des choses. Heureusement, elle est énorme, la force des choses. En attendant, nous, la factory et moi, on s'enfonçait, on allait disparaître dans la boue après chaque averse plus visqueuse, plus épaisse, la saison des pluies. Ce qui avait l'air hier encore d'une roche n'était plus aujourd'hui que flasque mélasse, des branches pendouillantes, l'eau tiède vous poursuivait en cascade, elle se répandait dans la case et partout alentour, comme dans le lit d'un vieux fleuve délaissé.
Tout fondait en bouillie de camelote, d'espérance et de conte, et dans la fièvre aussi, moi telle aussi, cette pluie tellement dense, qu'on en avait la bouche fermée quand elle vous agressait, comme par un bâillon tiède. Ce déluge n'empêchait pas les animaux de se rechercher. Les rossignols se mirent à faire autant de bruit que les chacals, l'anarchie partout et dans l'arche. Moi, Noé, gâteux, le moment d'en finir me parut arriver. Ma mère n'avait pas que des dictons pour l'honnêteté. Elle disait aussi, je m'en souvins à point, quand elle brûlait chez nous les vieux pansements, « Le feu purifie tout. On a de tout chez sa mère. Pour toutes les occasions de la destinée, il suffit de savoir choisir. » Le moment vint. Mais si l'ex n'était pas très bien choisi, mal pointu, les étincelles me restaient surtout dans les mains. Enfin tout de même, les premières marchandises prirent feu en dépit de l'humidité. C'était un stock de chaussettes absolument trempées. Cela se passait après le coucher du soleil. Les flammes s'élevèrent rapides, fougueuses. Les indigènes du village vinrent s'assembler autour du foyer, furieusement jacasseurs. Le caoutchouc nature qu'avait acheté Robinson grésillait au centre et son odeur me rappelait invinciblement l'incendie célèbre de la société des téléphones, quai de Grenelle, qu'on avait été regarder avec mon oncle Charles, qui chantait lui si bien la romance. L'année d'avant l'exposition, ça se passait, la grande, quand j'étais encore bien petit. Rien ne force les souvenirs à se montrer comme les odeurs et les flammes. Ma case, elle, sentait tout pareil. Bien que détrempée, elle a brûlé entièrement, très franchement, et marchandises et tout. Les comptes étaient faits. La forêt s'est tue pour une fois. Complet silence. Il devait en avoir plein la vue, les hiboux, les léopards, les crapauds et les papagayes. Il leur en faut pour les épater, comme nous la guerre. La forêt pouvait revenir à présent prendre les débris sous son tonnerre de feuilles. Je n'avais sauvé que mon petit bagage, le lit pliant, les 300 francs et bien entendu quelques cassoulets, hélas, pour la route. Après 1 heure d'incendie, il ne restait presque rien de mon édicule. Quelques flamèches sous la pluie et quelques nègres incohérents qui trifouillaient les cendres du bout de leurs lances, dans les bouffées de cette odeur fidèle à toutes les détresses, odeur détachée de toutes les déroutes de ce monde, l'odeur de la poudre fumante. Il n'était que temps de foutre mon camp dardard, retourner à Forgono sur mes pas, essayer d'y aller là-bas, expliquer ma conduite et les circonstances de cette aventure. J'hésitais. Pas longtemps. On n'explique rien. Le monde ne sait que vous tuer comme un dormeur quand il se retourne le monde sur vous comme un dormeur tue ses puces. Voilà qui serait certes mourir bien sottement que je me dis, comme tout le monde, c'est-à-dire. Faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu. Je décidai, malgré l'état où je me trouvais, de prendre la forêt devant moi dans la direction qu'avait prise déjà ce Robinson de tous les malheurs.